Kong vibre tard dans la nuit lorsqu'une alerte secoue la police. Une banque a été violée et un groupe mystérieux pénètre dans la chambre forte comme s'il savait exactement quoi chercher. Les voleurs s'introduisent avec précision et plongent dans la base de données tels des chirurgiens. Entre les couches d'informations, ils découvrent quelque chose de gigantesque, le mot de passe d'un mania légendaire. Simon, l'expert technologique, décide de copier le mot de passe complet et demande 1 minute de plus. La police est à 5 minutes et le plan prévoyait de fuir en 3. Forcer le temps, c'est tenter le destin, mais la promesse de la récompense fait plier les volontés. L'équipe accepte de rester et Long Xiang, le chef, comprend qu'il ne pourra pas les arrêter. Il choisit de couvrir leurs arrières alors que l'horloge tombe comme une guillotine. La police entre par la porte principale et ses pas résonnent dans le couloir. Long Xiang ordonne d'évacuer et la sortie par l'ascenseur devient le dernier espoir auquel il tente de se raccrocher. Soudain, il se retrouve face à face avec les agents. Coincé dans un couloir étroit, l'équipe se fragmente et prend un policier en otage. Retourner à l'ascenseur semble être un piège mortel, sans issue ni marge de manœuvre. Cependant, leur plan caché se déploie sur le toit. Les parachutes émergent comme des ailes et le saut les lance dans le vide. Ils atterrissent sur un casino voisin et entrent avec assurance dans le tourbillon de la foule. Un changement de vêtements rapide, des mouvements coordonnés, et le groupe se dilue parmi les lumières et les bruits. La police arrive en retard et ne récolte que de la confusion. Le propriétaire des 500 millions de dollars explose de fureur et exige des réponses que personne ne peut donner. Il crie et frappe dans le vide. Le solde apparaît à 0, comme évaporé. Le chef de la police sent le poids de l'échec dans chaque regard. La faille technologique est brutale et chaque caméra utile tombe sous le sabotage. Les supérieurs ordonnent de revenir aux bases travail de rue et surveillance traditionnelle. Avant la technologie, disent-ils, les esprits résolvaient ce que les machines ne comprenaient pas. Ils décident de faire revenir une légende à la retraite. On assigne à Xiao Xu de le suivre, et son scepticisme s'effondre lorsque le vieil homme démonte son déguisement devant elle et énumère ses erreurs avec calme. Ainsi, De Jong reprend du service actif et se plonge dans les enregistrements. Il sélectionne des profils, réduit les possibilités et donne des surnoms aux suspects. Ils sont tous jeunes, sauf un homme plus âgé qui se démarque comme boussole et cerveau. Il connaît les routes et l'angle mort de chaque caméra, et n'offre jamais son visage complet. Avec des photos floues et un profil latéral, De Jong montre l'identification. À la fin des années 80, le bandit fantôme a ravagé Hong Kong et Macao. Ancien officier de renseignement, expert en déguisement et en combat au couteau, il a dirigé plus d'une douzaine de braquages. La police l'a cerné maintes fois, mais en 1999, il s'est évaporé, ne laissant que son ombre. Pendant ce temps, dans la cachette, Long Xiang tonne contre Simon. Il lui reproche d'avoir prolongé le risque et de les avoir presque tous condamnés. Long Xiang sort une lame et menace de tuer Simon. Les autres le retiennent avec désespoir. Long Xiang ressent ce défi comme un affront à son autorité. Il croit qu'il ne le respecte plus et la fracture s'agrandit. Wu Feng, cependant, a toujours été loyal. Il le voit comme un père depuis l'orphelinat, où ils ont survécu grâce à l'argent volé avec lequel Long Xiang les a nourris. Il demande à Wu Feng de ne plus le surveiller. Il a besoin d'être seul, à la dérive. Xiao Xu est l'une des rares femmes du corps et veut être en première ligne. Son manque d'expérience et de force physique provoque les moqueries de ses collègues. Son histoire, avec le numéro de plaque hérité de son père tombé en service, est utilisée comme pièce de propagande, mais personne ne la regarde comme une égale dans la bataille réelle. De Jong monte une équipe de surveillance de profil bas, des gens ordinaires, jamais exposés aux gangs, prêts à se mêler au quartier et aux routines. Xiao Xu demande à être en première ligne, mais ne reçoit que des rires et de la condescendance. Il éclate lors d'une dispute avec celui qui la méprise et De Jong observe sa rage avec attention. Il l'appelle à part et l'écoute. Elle décharge que personne ne croit que la première à sauter puisse être une femme. L'équipe est sélectionnée et Xiao Xu est maintenue au volant aux côtés de Jong. Elle achète de l'eau et de la nourriture, frustrée d'être laissée de côté. Un jour, en pleine surveillance, elle voit des voyous harceler des civils dans une ruelle et intervient sans réfléchir. Jong, contrarié, intervient pour éviter que l'erreur ne s'aggrave. De retour dans la voiture, il ouvre son passé. Il lui raconte qu'il a travaillé avec son père en surveillance et qu'il a brisé sa couverture en voulant arrêter un trafiquant d'êtres humains. Son père a voulu le protéger, mais a été blessé par une balle. Depuis lors, dit-il, il a décidé d'obéir aux ordres à la lettre, et cette confession change le regard de Xiao Xu. Les yeux humides, elle comprend pour la première fois pourquoi son père est mort. À cet instant, la voiture traverse un marché et une silhouette connue attire l'attention. La vie interne retentit, le fantôme a été aperçu.
L'équipe a déjà été vue par lui les jours précédents et ne peut pas s'approcher. La seule que Long Xiang ne connaît pas est Xiaoxu, et De Jong lui assigne l'approche. Il s'approche sans le regarder en face, feint de chercher quelque chose au sol et utilise le reflet d'une flaque sale. Avec ce miroir improvisé, elle confirme son visage et déclenche le piège. Ils le suivent jusqu'à sa résidence, un bâtiment rempli de voisins. Ils ne localisent que le secteur, pas la porte exacte, et le besoin de détails se fait pressant. Xiaoxu se propose de le suivre dans l'ascenseur. Long Xiang détecte sa présence. Avec un couteau prêt, en silence, il décide de la tester. De Jong perçoit le danger et entre en scène comme un père en colère. Il la gronde à voix haute et lui arrache la boucle d'oreille, effaçant les soupçons sur l'oreillette. Long Xiang baisse sa garde, mais pas totalement. Et De Jong appuie sur le dernier étage, entraîne Xiaoxu et ouvre calmement une porte au hasard. Il s'y glisse et laisse Long Xiang les voir entrer pour désamorcer la poursuite. Le vieux criminel se détend et s'en va. La nuit tombe et la surveillance infrarouge enregistre Long Xiang sur le canapé, éclatant des bulles et regardant un sac. Rien ne bouge, alors l'équipe se retire et laisse De Jong en voisin de garde. À l'aube, il cherche à s'approcher au marché avec une conversation décontractée. Long Xiang le teste avec des questions et des pièges. Et De Jong contourne chacun d'eux avec adresse. Il l'invite à manger chez lui et le jeu de confiance commence. Pendant le repas, Xiaoxu interprète la fille avec naturel, glisse un gadget de haute technologie et clone le téléphone posé sur la table sans éveiller de soupçons. Cette nuit-là, quand Long Xiang sort, un homme encapuché fait irruption avec un couteau dans l'appartement de De Jong. Les caméras sont déjà altérées par Simon et le duel reste dans l'ombre. De Jong soutient le combat avec métier, coup par coup, jusqu'à l'égalité. Au même moment, Xiaoxu décide de retourner au commissariat avec le téléphone copié. Là, il détecte que les images montrent Xiaoxu encore dans la maison et la supercherie devient évidente. L'agresseur reçoit un avis et avorte par la fenêtre. Ils ont découvert De Jong et Xiaoxu, mais ne l'ont pas dit à Long Xiang. La police déduit une fracture interne dans le gang. Ils sentent qu'ils veulent utiliser Long Xiang comme appât, et c'est pourquoi ils ne le toucheront pas. La tentative d'assassinat était un tâtonnement pour générer du chaos et le récupérer, et avec le plan échoué, il y aura de nouvelles manœuvres. Simon commence à recruter des mercenaires en ligne pour un coup contre une chambre forte numérique. 3 jours plus tard, Long Xiang sort et l'équipe le suit comme une ombre. Soudain, une voiture percute de face le véhicule de De Jong et Xiaoxu juste devant le commissariat. Les agresseurs tirent sans retenue et l'asphalte se couvre de douilles. Xiaoxu reprend ses esprits la première, tente de réveiller De Jong et un voyou la met en joue. Elle réagit, prend son arme, glisse à l'extérieur et en neutralise plusieurs. Elle met De Jong à l'abri, il se réveille et lui ordonne de transmettre des caractères en braille qu'il a vus dans le sac poubelle de Long Xiang. Ils doivent les envoyer au renseignement pour déchiffrer le message caché. Pendant ce temps, Long Xiang retourne à l'orphelinat et trouve l'embuscade tendue. Simon veut l'effacer avant qu'il ne soit capturé par la police et ne les dénonce. Il le juge trop vieux et dangereux pour le groupe et décide de lui fermer la porte pour toujours. Mais le calcul échoue. Les assassins tombent par dizaines. Long Xiang résiste et les fait tomber un à un, sans faiblir un seul instant. Alors une silhouette proche apparaît et arrête sa main. C'est Yufeng, le fils adoptif qui a grandi sous sa tutelle. Long Xiang lâche un cri pour la trahison à laquelle il ne s'attendait pas. Yufeng ne veut pas tuer son père, mais assume la responsabilité pour son frère cadet et se tient debout. Ils braquent leurs armes l'un sur l'autre et la loyauté est blessée en silence. Long Xiang n'ose pas l'achever et ne lui traverse le visage que de gifles. Yufeng, sans capacité de rendre les coups, se lance dans le vide avec lui. Le sang marque le ciment et le compte reste ouvert. Au sol, Long Xiang poignarde l'abdomen de Yufeng. Il l'embrasse jusqu'à son dernier souffle et souhaite, pour une autre vie, être son fils de sang. Long Xiang comprend alors que peut-être Yufeng ne prévoyait pas de le trahir, mais la révélation arrive trop tard. La caméra de Simon transmet la scène et une autre décision s'impose. L'explosion fait éclater les couloirs et les fenêtres et la fumée couvre tout. La police fait irruption parmi les décombres et le trouve en vie, vaincu mais respirant. Long Xiang annonce qu'il est prêt à coopérer pour attraper le gang. En parallèle, ils arrêtent les agresseurs du siège de police, des mercenaires sans loyauté ni information. L'objectif de ce commando était 10 milliards de dollars en argent sale. Ce fonds était gardé par la police dans le cadre d'un projet numérique.
Il ne pouvait pas accéder au solde sans le mot de passe, mais Simon et son groupe l'ont déjà obtenu. Toute l'offensive sur le commissariat était pour voler le compte sur le serveur et ils y parviennent en ouvrant une brèche dans le système. Simon comprend trop tard que Longxiang n'était pas confus ni disposé à les trahir. Il a joué en faveur de la police pour détourner l'attention et maintenant cette lecture arrive avec une blessure ouverte. La police traque des véhicules suspects et les relie à un hôtel. L'assaut est activé et plusieurs tombent sous l'équipe de surveillance. Les déguisements deviennent inutiles face à des yeux entraînés qui connaissent déjà leur tour. Lors du transfert, Longxiang neutralise ses escortes et s'échappe. Simon arrive à la gare avec une trace collée à ses talons. Un jeune agent le suit et prépare la capture quand un coup de couteau l'atteint. L'attaquant est Longxiang, qui élimine le policier et se lance à la poursuite de Simon. Il le rattrape et poignarde son fils adoptif, désobéissant jusqu'à le tuer. Presque tous ses protégés sont mis hors de combat. Sans connaissance en crypto-monnaie, Longxiang ne peut pas déplacer les fonds. Il décide de revenir aux méthodes d'autrefois, il menace un riche entrepreneur et exige 10 millions en liquide en échange de sa monnaie numérique. De Jong et Xiaoxu anticipent le mouvement et confrontent l'entrepreneur. Ils confirment le point de rencontre et resserrent les taux. Xiaoxu arrive la première et observe les environs avec calme. Longxiang s'assoit face à elle et son pouls ne tremble pas, tandis que les renforts s'approchent. Quand De Jong entre, Longxiang réplique avec un couteau et de la précision. Le vétéran se retrouve en position de faiblesse et est à 2 doigts d'être achevé. Xiaoxu se lève, s'interpose et le sauve sur le fil. Le bruit des sirènes augmente et le vieux criminel coupe la retraite. Il n'a aucune issue et s'enfuit dans les rues jusqu'à tomber dans un coin bloqué. Xiaoxu coordonne les unités et ferme le périmètre. Elle s'identifie comme policière et décrète l'arrestation. Il va en prison, mais le rideau ne tombe pas. Feng et Simon ne sont pas jumeaux, ils sont 2 sur 3. Il reste un autre frère libre et un avis de recherche contre Longxiang apparaît sur le web sombre. L'enfermement peut être son refuge momentané, car derrière Simon pourrait exister un autre cerveau. C'est peut-être pour cela qu'il choisit la cellule pour affronter la tempête qui approche. La ville retrouve son bruit, mais la menace ne disparaît pas. Le tableau numérique reste ouvert et quelqu'un d'autre déplace des pions depuis l'ombre. Le prochain coup se prépare déjà en silence. Si tu es arrivé jusqu'ici, pourquoi ne cliques-tu pas sur cette vidéo que je te recommande ci-dessous? Je t'assure que tu vas adorer, c'est un sacré film.